Alors le menu de cette émission, bien sûr, il va être un peu différent des autres lundis. Il y aura une large partie consacrée à Christophe Galtier. Nous parlerons de lui, bien évidemment, mais aussi de ses objectifs avec le club, avec Lille. Nous parlerons également de Nicolas Pepe. Et oui, on parlera de Nicolas Pepe et aussi un petit peu, on parlera de l'arbitrage. Voilà, on parlera de l'arbitrage avec vous, c'est quelque chose que vous aimez bien. Et puis alors après, moi je sais pas mes camarades, les questions qu'ils ont à vous poser. Et en fin d'émission, nous évoquerons Valenciennes et Lens. Lens qui joue ce soir face à Niort qui est entraîné par un nordiste bien connu ici et bien connu à Lille, Pascal Planck. Chers auditeurs, on vous rappelle, chers auditeurs, chers internautes, qu'on est en direct sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et de France Bleu Nord. Vous nous y laissez toutes vos questions, toutes vos remarques, vos commentaires, vos questions à Christophe Galtier, mais aussi à tous les chroniqueurs. Mais avant tout cela, on passe au carton. Tribune Nord, les cartons. Alors les cartons, on va éviter les cartons à Christophe Galtier. Il va comprendre ce que c'est que les cartons. Ouais, les cartons, pour rappel, c'est carton bleu coup de cœur de la semaine, carton rouge coup de gueule de la semaine à propos de l'actualité footballistique. Je vais commencer avec un carton rouge pour la Ligue de football et notamment sa commission de discipline qui a décidé d'infliger 16 500 € d'amende au FC Nantes pour l'usage notamment de fumigènes lors du match contre Saint-Etienne le 30 janvier. C'était le premier match des Canaries depuis la disparition d'Emiliano Sala. Et ils ont aussi eu une amende pour un autre match, 4 500 € pour le match face à Nîmes le 10 février. Voilà un ensemble d'amendes un peu incompréhensible quand on sait à quel point ces hommages ont été dignes et beaux. Et puis surtout quand on sait comment la Ligue des fois se sert de belles images de fumigènes pour faire sa promotion sur les chaînes de télévision qui rediffusent les matchs. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu indigne ces amendes. Benoît de Quevauville, votre carton. Oui, moi je vais mettre un carton rouge au Club de Croix, alors un carton rouge amical. C'est pas la première fois de la saison que vous mettez un carton rouge au Club de Croix. J'en fais assez régulièrement. Moi, en tous les cas, je l'embrasse tout de suite. Ouais. Non, mais c'est un carton rouge très gentil, mais ils sont en train de s'écrouler en championnat, alors que l'objectif de monter était quand même hyper important. Le président nous l'a dit ici il y a quelques semaines au micro. Le prochain match, ils reçoivent Créteil. Le problème, c'est bien de faire un long parcours quand on a un club amateur en Coupe de France, c'est génial. Oui. D'éliminer des clubs professionnels ou tout au moins de jouer contre des clubs pros. Forcément, ça donne énormément de plaisir aux joueurs amateurs, mais il faut pas oublier le fonds de commerce. Et le fonds de commerce, c'est toutes les semaines, tous les week-ends, le championnat pour permettre aux clubs de gravir un échelon. Et j'ai l'impression que la Coupe de France, cette année, va coûter cher au Club de Croix. On va voir. Ils jouent pas samedi, ils jouent le samedi d'après. Ils reçoivent Créteil. Ça va être un match très important. Créteil est leader. Cédric Van Goten, votre carton rouge ou bleu? Pour l'instant, on n'a que des cartons rouges. Il est rouge. Alors, il n'est pas pour Monsieur Galtier. Vous n'auriez pas osé, hein? Non, jamais. Il est en relation, par contre, avec Monsieur Galtier. Christophe, vous n'avez pas besoin d'un agent de joueur? Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut, mais je vais quand même laisser ma carte à la fin de l'émission, on ne sait jamais. Donc, il est en lien avec Monsieur Galtier pour sa suspension de vendredi. Alors, que moi, je vis comme une injustice. Et le carton rouge, en fait, il est à la Fédé qui a fait un peu deux poids, deux mesures. Je pense qu'on en parlera peut-être plus tard dans l'émission. On en a déjà parlé d'ailleurs. Hein. Voilà, il y a deux incidents quasi similaires lors du même Tour de Coupe de France. Et puis on a un entraîneur qui a 2 matchs avec sursis et un entraîneur qui a 2 matchs de suspension ferme. Alors c'est pas très grave, vous l'avez dit, parce que les choses sont organisées. Et puis à la mi-temps et à l'avant-match. Mais quand même, dans le deux poids, deux mesures, je trouve ça un peu gonflé de la part de la Fédé. Surtout que la même commission de discipline, il y a Soumaoro qui prend 4 matchs. Et on sait que la Fédé est souvent plus sévère que la LFP dans ses commissions de discipline. Jean-Marc Devray, votre carton. Je vais donner un carton bleu, moi, donc ce sera au Stade Rennais pour leur belle victoire à Séville contre le Betis. Qualification. En Europa League, puisque une victoire qui doit rien à personne, une première demi-heure parfaitement maîtrisée avec 2 buts, et puis une dernière heure dans laquelle ils ont réussi à s'accrocher leur avantage. Et l'image de cette victoire, c'est le dernier but marqué par le duo Atem Ben Arfa et Nyang, qui sont pas réputés pour être les joueurs ni les plus défensifs, ni les plus collectifs, mais qui sont allés s'arracher, qui se sont arrachés dans les dernières secondes pour aller marquer un 3e but pour le Panache. C'est très bien, je souhaite une bonne suite pour les Bretons, malgré les magouilles de l'UEFA qui ont réussi à faire inverser l'ordre des matchs. Oui, c'est vrai, et c'est la première fois que le Stade Rennais va en 8e de finale de cette compétition, un meilleur parcours en Coupe d'Europe de leur histoire. Christian, vous terminez ce tour de table avec votre carton. Quelle couleur? Carton bleu au maillot rouge de Valenciennes qui est enfin arrivé. Voilà, à côté du maillot de Lens et le maillot du LOSC. Dans le studio. Alors, carton bleu à ce maillot. Et donc à François Launay.
Attendez, carton bleu aux internautes qui nous ont réclamé pendant des semaines et des semaines, le maillot de Valenciennes n'est pas là, bah voilà, ça a payé. Et carton bleu à François Launay qui s'était engagé de le ramener et qui l'a ramené. Puis alors, je mets un carton spécial à un bleu azur, parce qu'il est sur la côte méditerranéenne, à Christophe Galtier, pour avoir répondu gentiment à notre invitation et être là présent. Donc ça, merci Christophe. Avec plaisir. Tribune, LOSC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Allez, on va commencer. Alors, j'ai 2 questions à vous poser, 2 questions qui sont un peu différentes. Et puis après, mes camarades, ils vont y aller. Mais pour vous poser la première question, je voudrais vous faire écouter un supporter. J'ai voulu rencontrer des supporters. Ils étaient tous en vacances, mais j'en ai rencontré un. Le président, il faut dire que je le connais un peu, c'est un peu mon quartier là-bas. Le président Philippe Vandal, le président de En Avant le LOSC, c'est à Lomprey. On est quitte et je peux vous dire que, à l'image de beaucoup de supporters, de beaucoup de responsables de section, vous le savez, vous avez quand même la cote. Hein. L'arrivée de Christophe dans ce moment difficile a été très bien perçue parce que Christophe c'est quelqu'un quand même qui connaît le championnat de la Ligue 1, qui a fait des bons résultats quand il a coaché Saint-Etienne. Et puis l'arrivée au LOSC sur cette 2e saison, le fait d'avoir gardé Christophe Galtier, moi je pense que c'est une très très bonne idée et surtout très bien perçue par les supporters et bien vue de la part de la présidence du club parce que quand on voit les résultats, on savait que si Christophe restait, il y aurait eu des résultats. Vous pensiez pas à ce point-là quand même? Alors, de là à s'attendre du passage de la saison dernière à cette saison, on est passé du coq à l'âne, on va dire. Mais franchement, ça ne m'étonne pas de Christophe. C'est quoi sa principale qualité à Christophe Galtier en tant qu'entraîneur pour vous? Déjà, le professionnalisme. Il a une très bonne vision du jeu. Moi, je pense que c'est un très bon technicien. Et puis, je pense que le rapport homme, c'est-à-dire joueur et coach, est très important. Et c'est ce qu'il fallait à Lille. Vraiment, humainement, c'est quelqu'un de super chouette. Christophe, on t'embrasse. Voilà, ça finit bien. Alors, moi je rebondis sur la question. Il y a un moment au milieu d'interview, et puis aussi sur le fait d'avoir gardé Christophe Galtier pour cette 2e saison. C'est-à-dire que vous étiez engagé à sauver le club. Et après, c'était pas encore défini. Moi, je me souviens bien que quand vous étiez maintenu à la 37e journée, tout le monde disait Christophe Galtier va rester, voilà. Et moi, j'étais là, et vous n'allez pas me dire le contraire. Je vous ai vu, après le match de Saint-Etienne, vous aviez pris une rouste, 5-0, vous étiez livide. Et à ce moment-là, je crois que dans votre tête, vous n'étiez plus certain de rester, quoi. Vous êtes posé à ce moment-là la question, est-ce vrai ou pas vrai? Tout d'abord, quand le président, Gérard Lopez, m'a demandé de venir rejoindre donc, le club, on s'était engagé donc, sur une durée de 18 mois, puisque c'est réglementaire, on est obligé de signer pour 2 saisons, la saison en cours plus celle qui allait venir. Et dans ma tête, et je crois aussi dans la tête du président, il n'était pas question qu'il y ait de changement à l'intersaison à partir du moment où on se maintenait en Ligue 1. Mais c'est vrai que quelques minutes après la fin du championnat, je me rappelle, c'était à Geoffroy Guichard, j'avais la tête des mauvais jours parce qu'on venait de prendre une raclée et que rien n'allait. Et j'étais pas moi dans une réflexion, mais le président aussi, il était automatiquement dans une réflexion parce que même si l'objectif était atteint, les 6 mois que j'ai eu à la tête de l'équipe n'ont pas été d'une réussite exceptionnelle. En termes de jeu, en termes de résultats, je crois qu'il y a une moyenne de 1 point par match. On se maintient avec 38 points. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Et le président m'avait demandé un entretien, bien évidemment. Il fallait laisser passer donc, la DNCG. Et quand j'ai rencontré le président dans ses bureaux, il m'a dit qu'il voulait continuer. Et moi, ça a duré 2 minutes. Et moi, je lui ai dit, moi aussi, je veux continuer. Mais quand même, les 6 mois ont été une épreuve sur un plan mental, sur un plan physique, avec de lourdes responsabilités. Une lourde responsabilité. J'étais pas moi sur ce que j'avais fait auparavant ou sur mon image. J'étais sur la responsabilité. J'ai voulu sur poste. J'ai voulu venir à Lille. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé que ces 6 mois soient aussi durs. Mais à l'intersaison, vous saviez que ça allait aller mieux? Vous l'aviez prévu? Vous aviez vite été confiant quand même? Oui, vite confiant à partir du moment où les réunions de travail se sont enchaînées, que ce soit avec le président et Luis Campos.
pour redéfinir un peu les contours de l'équipe, de l'effectif, surtout faire le constat de ce qui n'avait pas fonctionné pendant toute cette saison et éviter de commettre les mêmes erreurs. Donc, on était tous d'accord à la fois sur le constat et sur les axes qu'il fallait suivre pour améliorer l'effectif et l'environnement de l'équipe. Donc, à partir de ce moment-là, oui, j'étais confiant. De là à vous dire que j'allais me retrouver ce soir ici en étant LOSC, en étant second championnat, non. Mais le stage, le profil du recrutement, la qualité de travail du groupe, le premier stage au Portugal me donnait des signes très positifs. Alors, et la deuxième question, alors c'est sur vous personnellement. Cette question, je me la pose pas depuis maintenant, hein, il y a un moment. Quand je regarde votre fiche, vous arrêtez votre carrière de footballeur fin 99, on est d'accord ? Et en Chine. En Chine, voilà, c'est ça. Et très vite, vous revenez à Marseille, je crois, comme entraîneur adjoint. Oui. On est d'accord. Et avant d'être entraîneur principal, premier entraîneur, il s'est passé 8-9 ans. Oui. 8-9 ans. Alors que on s'aperçoit, et c'est une évidence, que vous étiez fait pour manager un club. Pourquoi ça a mis si longtemps ? Parce que j'ai pris énormément de plaisir dans cette fonction. Déjà, me lancer si jeune, avoir autant de responsabilités, je ne voyais pas les choses comme ça. Je devais aussi faire le passage du joueur à l'entraîneur, être un assistant d'entraîneur confirmé dans différents clubs en France et en Europe, m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience. Et le jour où j'ai été nommé en remplacement d'Alain Perrin, j'ai été plus armé que s'il avait fallu démarrer 8 ans avant. Alors, Maxime, est-ce qu'il y a des questions d'internautes déjà pour Christophe Galtier ? Il y a des questions d'internautes, j'en ai sélectionné 2. Alors, une question, on parlait de vous à l'instant et de votre parcours personnel et des différents clubs que vous avez pu entraîner, notamment comme adjoint avant de venir au LOSC. Une question de Romain qui va peut-être un peu plus loin que le LOSC, mais je vous la pose telle que lui l'a posée. Est-ce que entraîner l'équipe de France fait partie de vos objectifs ou, du moins, ça vous traverse l'esprit ? Non. Je trouve que ce serait très prétentieux de dire que c'est un objectif d'entraîner l'équipe de France. Je crois qu'entraîner l'équipe de France, c'est le rêve de tout entraîneur. Représenter son pays, entraîner les meilleurs joueurs de son pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je n'ai pas cet objectif-là. Non. Mais, et par exemple, parce qu'on vous garde longtemps, hein, mais quelqu'un qui est né à Marseille, qui a été formé à l'OM, qui a joué, qui l'a entraîné comme adjoint, est-ce que quelque part dans la carrière, un jour on peut imaginer de vouloir entraîner l'équipe première de Marseille en tant qu'entraîneur plein ? On peut tout imaginer. J'avais répondu à ce genre de questions il y a quelques semaines en arrière. Quand un club comme Marseille vient vous solliciter, vous ne pouvez pas être insensible à la sollicitation, encore plus quand vous êtes Marseillais. Mais ce n'est pas une fin en soi, chez moi, de devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Vous êtes bien vu à Marseille quand même, vous, quand Lille va... Oui, c'est quand même un club où j'ai grandi, où j'ai évolué en tant que joueur, formation, joueur, entraîneur adjoint. On a vécu des bons moments, des moments plus difficiles aussi, mais voilà, après il n'y a pas cet objectif et ce focus sur l'Olympique de Marseille. Benoît de Quevillet. Oui, il y a quelques semaines, quand vous avez prolongé votre contrat avec le LOSC, 2021, vous avez reçu les louanges de votre président qui a dit clairement que vous étiez l'homme de la situation, l'homme idoine pour mener le LOSC plus loin dans son projet. Et le projet de Gérard Lopez, on le connaît, il s'appelle LOSC Unlimited. LOSC illimité. Alors ça veut rien dire, et en même temps ça veut tout dire. Ça veut dire que vous avez un président très ambitieux, vous avez un président qui a mis énormément d'argent emprunté, je précise, donc avec une prise de risque maximale, en tout cas je le pense. Vous avez un président qui ne cache pas son ambition de pérenniser le LOSC parmi les meilleures équipes du top 5 de la Ligue 1. Vous, Christophe Galtier, entraîneur, plutôt fidèle au club dans lesquels il est passé, je pense que vous n'êtes pas un aventurier du métier d'entraîneur. C'est quoi votre LOSC Unlimited à vous ? Ça veut dire que vous n'avez aucune limite dans vos visions à moyen terme au LOSC ? Le président, pour pas le nommer Gérard Lopez, est un homme ambitieux et qui veut réussir. Et quand il dit qu'il veut installer le LOSC dans les 5 premiers du championnat, je crois que quand on est Lille avec sa métropole, quand on a les infrastructures, le stade,
Lucien, qui est un outil extraordinaire, Lucien. Il a raison d'avoir cette ambition-là. Après, évidemment, il y a la bagarre avec les autres, mais il a raison. Ensuite, il a aussi dans son projet d'aller chercher de jeunes joueurs, de jeunes talents, et c'est ce qui a été fait depuis qu'il est arrivé. Et simplement, il ne faut surtout pas se tromper sur la vitesse que l'on donne au projet. Il faut que ces jeunes talents soient bien encadrés, et je crois, mais je ne veux pas porter trop de commentaires sur ce qui s'était passé l'été dernier, mais il y avait les talents, il y en avait, mais ils n'étaient pas du tout encadrés, et ça a rendu une saison aussi difficile. Après, que le président soit ambitieux, il l'est, et on se doit de l'être. Le président est ambitieux, Marc India est ambitieux, et quand on côtoie tous les jours Luis Campos, je peux vous dire que Luis Campos est ambitieux aussi. J'ai juste une petite chose pour rebondir, Jean-Marc. Alors, justement, dans ce contexte-là, on sait que quand même le premier entraîneur voulu par Gérard Lopez était Marcelo Bielsa, un nom, une notoriété dans le milieu du foot. Il y a eu des passages intermédiaires voilà, quand il est parti, mais c'est vous qui avez redressé le club, qui avez sauvé la situation, qui emmené le LOSC aujourd'hui vers le haut de tableau. Et récemment, vous avez eu la visite de José Mourinho dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy. José Mourinho, invité par Luis Campos. Alors vous vous êtes exprimé là-dessus, vous avez dit que vous l'aviez rencontré, que c'était un grand entraîneur, mais Vous connaissiez il y a une codification quand même. Entre les entraîneurs, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas. Enfin, je connais un petit peu ce milieu-là. Il a parlé à Bein, etc. Il a dit qu'un jour il viendra en France. Comment vous l'avez vécu, sincèrement, au fond de votre cœur? Alors, très heureux. Je connais José Mourinho, on s'est côtoyé lors de la double confrontation contre Manchester, à l'époque où j'étais à Saint-Etienne. C'est quelqu'un avec qui j'échange assez souvent, que j'ai suivi son parcours à Manchester aussi. Il a été pour moi source de réflexion, souvent, très souvent. Et je savais qu'il allait venir, puisqu'il a des atomes crochus, bien évidemment, avec Luis Campos, puisqu'ils ont collaboré ensemble. Luis a collaboré avec José. Et non, moi, j'ai eu aucune arrière-pensée. J'étais très heureux de le voir. Et je trouve que même c'était un bon éclairage sur le club et sur l'équipe. Une question de Jean-Marc Devray de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Oui, Christophe, on vous a souvent posé la question avant chaque match en conférence de presse, c'est qu'est-ce qui a changé entre le LOSC de l'an passé et le LOSC de cette année. Vous avez souvent dit que l'effectif a beaucoup changé. Moi, je constate quand même que beaucoup de joueurs de cette saison étaient déjà là la saison dernière, et notamment des joueurs comme Nicolas Pepe n'avaient pas le même engagement, la même efficacité que cette année. Vous avez dû changer quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé justement au niveau de l'engagement et de la motivation de ces joueurs qui étaient là l'an dernier, qui sont un peu les cadres de cette année? Oui, mais il y a eu quand même l'apport de joueurs d'expérience autour de ces jeunes talents. Il y a eu aussi de la fraîcheur à amener. Il y a l'arrivée de beaucoup de jeunes joueurs. Je pense Léao, Selic, je vais souvent oublier, Jonathan Bamba, il connaît. Le recrutement avait été bon. Ouais. Tcheka qui était chez nous et qui était malheureusement prêté. Donc voilà, il y a eu une prise de conscience déjà de ceux qui ont vécu une année galère, parce qu'il ne faut pas croire que les joueurs prennent plaisir à vivre ce genre de saison-là. Et puis après, avec cette prise de conscience, l'arrivée de joueurs où Luis s'était forcé bien évidemment à rechercher la qualité du joueur, mais aussi la qualité humaine. Et je crois que si cette année ça fonctionne de cette manière-là, c'est que sur le profil humain de chaque joueur, il n'y a pas d'erreur. Christophe, on va le dire, on n'arrête pas de le dire. Tout le monde le dit, ça marche très bien. Je vais dire un peu comme un mariage, quand la fiancée est trop belle et que ça marche très bien, on n'a pas peur, vous n'avez pas peur un petit moment de dire, vous dites pas combien de temps encore ça va durer? Vous dites jamais ça? Non, parce que c'est très clair avec mon président, avec Luis, tous les jours. On sait où on va. Le président avait défini des objectifs, déjà de vivre une saison agréable. C'était ce serait déjà un bon début. Le deuxième objectif, c'était d'être dans les 10 premiers pour être dans les dernières journées ou dans le sprint final, être peut-être opportuniste pour voir ce qui peut se passer. Voilà, on va un peu plus vite que la musique par rapport au tableau de marche qui était prévu. Mais après, j'ai des joueurs qui sont ambitieux,
qui sont sérieux, et je le dis souvent, l'ambition, c'est pas être... Quand on est ambitieux, on n'est pas prétentieux, ils sont ambitieux, ils se donnent les moyens tous les jours à l'entraînement, ils se donnent les moyens, je le sais même, en dehors du camp d'entraînement, et c'est pour ça que je suis pas inquiet sur la suite. L'inquiétude, ça serait quoi? Qu'on finisse 3e, 4e, 5e? Non, que d'un seul coup, la belle mécanique s'arrête. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver à partir du moment où, si nous, le staff technique, on est moins exigeant, ça peut arriver. Il peut y avoir aussi des joueurs qui prennent la grosse tête, ils se disent, bon, les choses sont faciles. Mais c'est pas ce que je ressens tous les jours à l'entraînement. Prenons l'exemple de Pépé, grand champion, grand joueur en devenir. Et ce qu'il fait, c'est déjà extraordinaire. Mais on sait qu'il aime bien marquer. Il marque souvent. Là, ça fait 2 matchs qu'il marque pas. Est-ce que vous l'avez vu aujourd'hui, vous le voyez à l'entraînement et tout, est-ce que vous le sentez pas devenir un peu ombrageux? Non. Pour un buteur, pour un attaquant, il peut y avoir source de réflexion et voire d'inquiétude quand il ne se crée pas de situation. Nicolas, j'ai revu cet après-midi notre match contre Strasbourg. Il est à l'origine des plus belles actions. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a peut-être un penalty qui est un peu oublié. L'action est finie à ce moment-là. Oui. Mais je veux dire, voilà, il s'est créé 3 situations franches. J'ai trouvé qu'il a fait un match complet. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais il ne pouvait pas avoir toujours la réussite sur tout le match. Le plus important pour moi, il est de voir l'investissement de Nicolas au quotidien, l'investissement dans la préparation du match et son investissement le jour du match. Et pour l'instant, on ne doit pas avoir d'inquiétude de ce côté-là. On parle beaucoup de Pépé en réaction évidemment sur les réseaux sociaux, France 3, Nord-Pas-de-Calais, les Facebook de France Bleu Nord. Et puis c'est des questions que nous aussi on avait. Les supporters se le demandent. Est-ce que Nicolas Pépé, quand on écoute un peu aujourd'hui, vous, quand vous répondez en conférence de presse, mais il y a aussi José Fonte qui a répondu à Téléfoot dimanche. On l'annonce en Angleterre. Vous avez dit que vous le verriez bien dans une équipe qui joue tout en rouge. On peut s'imaginer Liverpool. Ça correspond à la description en termes de couleur du moins. Mais est-ce que Pépé, pour vous, c'est déjà acté, ce qui serait quand même assez surprenant fin février, qu'il ne sera plus lillois en fin de saison. Et je lis à ça cette question: si le LOSC finit 2e, est-ce que Nicolas Pépé peut rester pour jouer la Ligue des Champions? Il n'y a personne qui va mettre dehors Nicolas Pépé là, en fin de saison. D'accord. Je veux dire, il y a des discussions, je crois, très souvent entre Nicolas et le président. Les choses sont assez claires entre le président et Nicolas. Après, est-ce que si on finit second et qu'on est qualifié directement en Champions League, est-ce que Nicolas va vouloir vivre l'aventure encore avec ses potes la saison prochaine? Il n'y a que lui qui peut répondre à ce genre de questions. Mais vous savez, il y a la position que vous avez à un certain moment fin février et la réalité des choses qui en fin de saison et pendant le mercato d'été. Il peut tout arriver. Et après, comment fait-on pour retenir, et j'ai eu ce cas-là à Saint-Etienne avec beaucoup de joueurs, Blaise Matuidi, Dimitri Payet, Aubameyang, Joshua Guilavogui, Kurt Zouma, qui sont tous dans des clubs européens. Comment vous faites pour retenir un joueur quand il est sollicité par des grands clubs européens? C'est difficile. Après, peut-être que lui, et c'est à lui qu'il faut poser la question, mais je sais qu'il ne vous répondra pas. Mais il n'y a personne qui mettra dehors Il nous parle pas. Christophe, justement, est-ce que par rapport à ce que vous avez connu à Saint-Etienne et ce que vous connaissez à Lille, il n'y a pas quand même une petite différence de projet et d'ambition? Est-ce que justement, à Lille, il ne pourrait pas y avoir les conditions, de par la volonté de Gérard Lopez, de... Après tout, c'est bien de vendre des joueurs et de rentrer de l'argent, mais être en Ligue des Champions, on en rentre aussi de l'argent. Donc est-ce que finalement, l'ambition lilloise ne pourrait pas servir, vous, comme entraîneur, pour garder peut-être un peu plus longtemps vos groupes? J'ai connu ça à Saint-Etienne au bout de la 2e année, où il y a eu beaucoup de départs de joueurs importants. Beaucoup de départs de joueurs importants, et on s'inquiétait. Parce que les joueurs avaient été sollicités. Blaise Matuidi par Paris, Dimitri Payet à Lille. Exactement. À Lille, qui était champion. Ouais. Et il y a un 3e départ, et tout le monde était inquiet. Aujourd'hui, les clubs français, pour vivre et continuer à grandir, sont obligés de vendre. Ce qu'il faut faire, c'est surtout anticiper les départs. Et s'il y a bien un endroit, par mon expérience, s'il y a bien un endroit où on anticipe tous les cas de figure, c'est bien à Lille.
On revient sur vous, Christophe Galtier, sur le LOSC, sur le recrutement, tout ça. Mais tout de suite, Maxime, je vous rappelle, 15 minutes. dans un quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure maintenant, il y a la revue du net. Et alors, on parle de quoi sur la toile? On va parler des résultats en Gambardella qui ont beaucoup fait réagir ce week-end. Il y avait notamment les résultats de Lens et de Lille en Gambardella. Lille qualifié. Totalement. On parlera aussi de Claude Puel qui a été licencié de Leicester. Et puis on parlera de Kevin Cabral, jeune joueur de... Jusqu'à 20h, France Bleu Nord et France 3 Nord-Pas-de-Calais présentent Tribune Nord. Christian Palka, Maxime Lictevoet. Allez, on revient. Alors là, il y a le deuxième thème, c'est toujours. Là, normalement, habituellement, on passe à Lens, mais là, on reste avec vous, Christophe. Et puis, avec. Non, c'est nous qui vous remercions. Et avec le LOSC. Vous nous disiez, vous parliez de Nicolas Pepe là. Donc là, je répondais à vos questions. Oui, non mais on disait, il va pas vous répondre. Là, j'en profite. Là, je prends la balle au bon. C'est le moment, Christian. Nous, les journalistes, mais vous le savez, vous avez un groupe de joueurs des jeunes. Qui veulent jamais parler. Alors il y a Nicolas Pepe. Pepe il parlait avant, il parle plus. Il connaît, lui il parle pas. Jonathan Bamba il parle pas. Et Mike Maignan il parle pas. Et nous on est là, on attend. On a Cheka et on a José Fonte. Heureusement. Et Soumaro de temps en temps. Et puis Jérémy Pied. Faites toujours jouer Jérémy Pied. Parce que... ouais, mais là, justement, vous citez des joueurs qui ont plus de vécu, plus d'expérience et qui sont sûrement plus à l'aise pour répondre à vos questions. Mais je vous rejoins. Je sais que c'est un travail que l'on doit faire auprès de nos joueurs, de leur expliquer. On leur explique l'intérêt de pouvoir faire leur propre communication et ne pas laisser les gens communiquer à leur place. On rappelle qu'ils sont jeunes, c'est vrai. Ils sont très jeunes. Très jeunes. Oui. Ouais. Donc, voilà. Après, on peut comprendre. Je comprends votre position, mais après, si je suis Nicolas, je peux comprendre que Nicolas se mette en retrait. Il est très exposé et les questions tourneront toujours autour de son avenir. Oui. Certes, je suis d'accord avec vous, Christophe Galtier, mais on peut quand même dire que l'argument de la jeunesse vaut aussi pour des joueurs du Paris Saint-Germain. Je ne vais pas citer Kylian Mbappé, mais voilà, et d'autres. Ça vaut aussi à Marseille, ça vaut... Vous êtes quand même un cas particulier, l'équipe du LOSC. Aujourd'hui, dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy après les matchs, on a quasiment toute l'équipe adverse, quel que soit le club, et on n'a pratiquement aucun Lillois. Je crois que le pompon, c'était le match avant la trêve, où il y a 2 joueurs sont passés en zone mixte, les 9 autres, on les a jamais vus. C'est quand même excessif. Ce qu'on rappelle quand même... La zone mixte est mal faite. Voilà ma position. Elle est mal faite. Elle ne doit pas être là. On va demander au gestionnaire du stade de la changer. Mais est-ce que je passe dans une zone mixte? Non. Certes. Je passe pas. Que vos homologues passent d'ailleurs. Alors, ils vont prendre le bus. Oui, non, mais justement, j'y passe pas parce que pour sortir du stade, j'ai pas besoin d'y passer. D'accord. C'est pas un manque de respect pour qui que ce soit. Bon, je fais les médias, mais je veux dire, elle est pas bien faite. Quand vous me parlez de Paris, quand vous me parlez d'autres clubs. Quand vous êtes au Parc des Princes ou dans d'autres stades, vous êtes obligé de passer là. Le plus court chemin, c'est passer devant nous. Après, les joueurs s'arrêtent ou s'arrêtent pas, vous saluent ou vous saluent pas. Ça, c'est leur liberté. Ça, c'est leur liberté. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et s'il y a quelque chose que l'on doit améliorer, je pense que ça, on doit l'améliorer. Surtout pour l'image du club. Enfin, vous connaissez le LOSC. C'est un club qui a parfois souffert un petit peu d'un petit côté hautain, un petit côté distant, dans une région où il y a d'autres clubs qui brillent par leur spontanéité, comme Valenciennes, comme Lens. Bon, il y a tellement à gagner, je pense que vous en êtes conscient, sur l'image du LOSC. Oui, mais je ne sais pas si c'est sur l'image, mais c'est surtout pour les joueurs que l'on... je sais que les joueurs doivent s'exprimer, mais pour revenir sur la zone mixte... De toute façon, une question de Cédric Van Gotten. Un endroit où... Pour moi, c'est incompréhensible. Il va falloir l'améliorer parce que l'année prochaine, en Coupe d'Europe, il y aura d'autres obligations envers les médias. Espérons qu'on soit en Coupe d'Europe et qu'il y ait d'autres obligations, mais il faudra améliorer ça, oui. Christophe, un petit mot, si vous avez, parce que vous êtes interdit de banc là, jusqu'au match de Dijon, vous êtes encore interdit, c'est le deuxième match. Mais je regardais, vous avez déjà été interdit en début de saison, là, à Sochaux. Début d'année, oui. Début d'année. Et avant, à Saint-Étienne, ça vous arrivait souvent? Est-ce que vous êtes comme on sait qu'il y a un gars comme Boiré pendant un temps, maintenant ça va mieux, mais il était sans arrêt. Oui, ça m'est arrivé aussi à Saint-Étienne. Ça m'est arrivé lors d'un Toulouse-Saint-Étienne d'avoir eu une très mauvaise
une mauvaise réaction, une mauvaise attitude, mais une attitude de peur par rapport à l'intégrité physique des joueurs, et j'étais donc rentré sur le terrain. Évidemment que c'est pas le bon exemple, mais C'est dur des fois de se retenir. oui, des fois c'est dur de se retenir. J'ai été expulsé du banc contre Nîmes parce que j'étais à l'intérieur du terrain, que je demandais des explications sur le carton rouge de José Fonté. Je ne savais pas pourquoi José Fonté avait été expulsé, puisque je ne voyais pas. J'ai demandé des explications, mais l'arbitre est arrivé, il m'a expulsé sans me donner d'explication. Il m'a expulsé parce que j'étais à l'intérieur. Et puis après, contre Rennes, j'ai pas été expulsé du terrain. Il y a eu quelques phrases avec mon homologue rennais. D'accord. Et c'est là que vous aviez, c'était Le Sage, l'arbitre, monsieur Le Sage. Oui, non, mais j'ai rien dit. Oui, c'est ça, oui. Oui, des fois ça arrive. Oui, une petite Mais sortie. c'est pas un bon exemple. Vous regardez, naturellement, vous regardez devant, mais vous surveillez un peu ce qui se passe derrière. Une équipe que vous connaissez bien, on en a parlé, un entraîneur que vous connaissez bien, Rudy Garcia Marseille, ils peuvent encore être dangereux pour Lille. Ils sont Bien loin sûr. quand même, hein. Oui, Ils sont à 10 points. Ils sont loin. On a l'avantage de ne pas jouer contre eux et avoir parce qu'après, quand il y a une confrontation directe, les écarts peuvent se réduire rapidement. Mais ils ont eu un renfort important au mercato d'hiver avec l'arrivée de Balotelli. Et ils sont dans la course. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup de points à distribuer. La course pour vous, c'est la course vraiment à la deuxième place face à Lyon. Comment vous voyez c'est peut-être encore un peu tôt pour parler de sprint final, il reste 12 journées si je ne me trompe pas. Il y a une confrontation directe avec Lyon. Il y a encore un match à jouer face au PSG. Comment vous situez ? Vous avez repris un point à Lyon au final ce week-end, vu que Lyon s'est incliné hier 2-0 à Monaco. La course est à l'Europe. Quelle Europe ? Je ne sais pas. On ne va pas se cacher. La course est à l'Europe avec le parcours que l'équipe fait. Évidemment qu'on serait déçu de ne pas être européen. Après, est-ce que ça sera une qualification directe à Champions League, un tour préliminaire Champions League, une qualification directe en Europa League ou des tours préliminaires ? Je ne sais pas. Il y a des matchs importants tous les matchs vont être importants. Ça va se jouer à pas grand-chose. On va jouer contre des équipes qui se battent pour le maintien, des équipes. Dijon la semaine prochaine. Voilà, des équipes après qui vont vouloir se rapprocher de nous. Il y a un déplacement à Saint-Etienne qui va être aussi sympa. On va recevoir Monaco qui ressemble plus du tout au Monaco. Voilà. On l'a vu hier soir. Et on ira aussi à Lyon, on ira à Reims, parce que Reims, personne n'en parle, mais ils sont là. Ils sont là, 6e, Ils sont là. C'est donc, incroyable. Voilà, il va y avoir une belle bagarre, mais on a quand même des points. On a quand même des points d'avance. Et j'ai dit récemment que ces points d'avance-là nous permettront de passer plus facilement les petites périodes où ça tournera moins bien pour nous. Jean-Marc Devray. Donc, on peut penser que ce sera européen, mais on ne sait pas encore si ce sera la Ligue des Champions ou en passant par les barrages ou alors l'Europa League. Moi, ce que je constate, et c'est pas nouveau, c'est que les clubs français ne sont jamais intéressés par l'Europa League. Je vous pose la question parce que vous, quand vous étiez à Saint-Etienne, vous aviez joué la compétition à fond. Vous étiez un peu l'exception. Comme Rennes le fait cette année. Mais dans l'ensemble, quand même, les clubs clairement qui ont vécu européen, style Marseille, n'ont pas la même motivation pour l'Europa League. L'an dernier, Rudy et son équipe sont allés en finale. Oui, quand même. Mais on a vu cette année, malheureusement, cette année, il y a eu des contre-performances. Mais non, c'est... Est-ce que l'Europa League, pour vous, est une compétition intéressante à jouer ? Elle est très intéressante encore. Financièrement aussi, attends. Ça, je ne sais pas. Pour Saint-Etienne, c'était très intéressant. Après, pour Lille, j'espère que ça sera très intéressant aussi, si on devait la jouer. Mais pour des jeunes joueurs, alors que le projet est d'avoir aussi souvent des jeunes joueurs talentueux dans notre équipe, leur faire vivre des matchs européens, même des matchs d'Europa League, c'est aussi une visibilité déjà internationale, européenne, et c'est aussi les faire grandir plus vite avec ces matchs-là. Cédric Van Gotham. On est tout à fait d'accord avec ça, mais ça veut dire aussi que c'est joué plusieurs fois par semaine. Ça veut dire qu'il va falloir étoffer le groupe. Ça veut dire, est-ce qu'il y a les possibilités justement de repousser les limites, comme disait Benoît tout à l'heure, d'étoffer un peu plus ce groupe pour jouer correctement sur les deux tableaux et ne pas redescendre en championnat comme souvent ça se passe pour les équipes qui sont en Coupe d'Europe. À Saint-Etienne, on est arrivé à se maintenir 4 ans d'affilée dans les 5-6 premiers et 4e quand on était en Coupe d'Europe. On est arrivé à monter des effectifs. Je ne vois pas pourquoi à Lille, avec l'œil, l'intelligence de Louis et la volonté du président.
il est ambitieux. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à monter un effectif qui puisse être compétitif à la fois pour une campagne européenne et aussi pour le championnat. Benoît Ducrot-Villet. Oui, juste un petit mot, parce que... Oui, très brièvement. Aller en Ligue des Champions, c'est génial pour les joueurs, pour les dirigeants, pour le public, pour les journalistes, pour tout le monde. Mais l'idée, c'est de pas non plus se faire méchamment toller pendant le tour de poule. Ça veut dire qu'il faut un effectif compétitif. Lille, sans Nicolas Pepe, sans Thiago Mendes, sans peut-être un troisième, avec des remplaçants talentueux, mais qui ont besoin de bonifier pendant 2-3 ans, est-ce que ce serait sérieux ? Lille en Champions League, est-ce que ça serait... Sans ces 3 meilleurs joueurs d'aujourd'hui, est-ce que ce serait sérieux ? Si ces joueurs devaient partir, je suis sûr qu'ils seraient remplacés par des joueurs de qualité. Du même niveau ? Du même niveau, peut-être pas, mais on aurait peut-être des joueurs de qualité. C'est ce que Gérard Lopez a dit et que vous avez dit. Quand il y a un départ chez nous, votre président vous a toujours garanti que le remplacement était déjà pensé bien avant. Hein, vous l'avez toujours dit ça. On va rappeler quand même, parce qu'on vient de parler de Saint-Etienne longuement, je ne l'ai pas dit, on l'a pas dit, on a manqué un tout notre devoir. Vous avez gagné la Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne et vous avez été élu meilleur entraîneur de France en 2013 avec, excusez-moi, Carlo Ancelotti. C'est quand même pas mal. Ouais, c'était un moment assez exceptionnel. Ouais. C'est pas mal. Oui. C'était même mieux de le partager que d'être seul. Bon, messieurs, dans un quart d'heure, ce sera l'heure du traditionnel Palcapif, les pronostics de la semaine. Christian. Voilà. Alors, vous ne participerez pas non plus à ça, Christophe, je vais vous éviter ça. Alors, on va parler, on va pronostiquer sur VAFC Ajaccio, sur, ça c'est vendredi, sur le Paris Football Club Lens, c'était samedi. Mais pour finir, c'est dimanche à 15h, en même temps que Lille-Dijon. Voilà, on va pronostiquer sur ces 3 matchs-là. Tribune Nord, c'est aussi en vidéo sur les Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Allez, c'est la revue du net, Maxime. Oui, la revue du net sur laquelle, messieurs, évidemment, vous êtes amenés à réagir. On commence avec une actu qui a pas mal intéressé les réseaux sociaux, et notamment les plus fidèles suiveurs des clubs, et notamment je parle de Lille et de Lens, qui s'intéressent aussi au match des équipes de jeunes, et donc notamment à ceux qui ont joué en Gambardella ce week-end. Lens l'a emporté 2-0 à Fleury, ont joué les 8e de finale. Lille a battu à domicile Béziers 4-1, c'était hier après-midi, avec d'ailleurs quelques joueurs pros sur la feuille de match qui jouent habituellement un peu plus avec la réserve. Christophe, vous avez vu le match, vous avez suivi un peu ce qu'ont fait les joueurs? Non, je vais le voir dans la semaine, mais j'ai suivi la performance des joueurs, ça c'est sûr. Le LOSC qui se qualifie pour la 2e fois sur ses 5 dernières saisons pour les quarts de finale de la Gambardella, c'est pas mal, c'est mieux pour Lens qui est en quart de finale pour la 3e fois sur les 5 dernières éditions. On n'est plus qu'à 2 matchs du Stade de France et le tirage au sort aura lieu mercredi midi pour les jeunes. Voilà, la Gambardella, c'est les U19, l'équivalent de la Coupe de France des U19. Benoît, rapidement. Oui, j'ai souvenir de la dernière fois où Lens est allé en finale, c'était contre l'AS Monaco, et j'étais dans le stade et à un moment donné, ils se sont fait exploser par un joueur monégasque, un jeune gamin qui s'appelait Kylian Mbappé et qui déjà ce jour-là atomisait atomisé tout ce qu'il y avait en face. Donc voilà, c'est un souvenir de Gambardella au Stade de France. Les matchs de Gambardella et en finale notamment sont les années les matchs où on repère les futurs talents de demain. Justement, moi j'imagine déjà une finale Lille-Lens. Ce serait fantastique, Lille-Lens au Stade de France. Ça rappellerait des bons souvenirs. Deuxième information de cette revue du net et des réseaux sociaux, c'est tombé ce week-end. C'est terminé l'aventure à Leicester pour Claude Puel, l'ancien coach de Lille qui quitte le club anglais. Il était arrivé il y a à peu près 16 mois. Leicester qui était champion d'Angleterre en 2016 et qui n'a pas gagné un seul match depuis le 1er janvier. 5 défaites, 1 match nul. Ils sont actuellement 12e et ils ont été éliminés début janvier un peu piteusement en Cup. Voilà, Claude Puel était encore sous contrat. C'est la 2e fois où il est licencié en 2 expériences anglaises. Il avait aussi été licencié quand il était il me semble, c'était à Southampton, oui, exactement. En fin de saison. C'était en fin de saison. Pas en cours de saison, mais il avait été licencié également avant la fin de la Coupe de la Ligue et une 8e place. Et une 8e place, oui. Justement, un petit mot, Christophe, là-dessus. Jérémy Vardy et d'autres joueurs de Leicester se sont plaints au président du manque d'ambition offensive dans le jeu de Claude Puel. Après, moi, je n'ai pas vu jouer Leicester. Et comment un entraîneur réagit à ce genre d'attitude de joueurs qui vont toquer à la porte du président? Non, mais c'est parce que la direction donne la parole aux joueurs. Mais on peut pas. Il n'y a personne ici qui peut vous dire que Claude Puel est un entraîneur défensif. Quand on voit ce qu'il a fait, notamment à Lille, quand on voit ce qu'il a fait à Lyon, amener Lyon très loin en Champions League, ce qu'il a fait à Nice,
Ouais, c'est Et lui me qui a dire, lancé. À Nice, surtout, certains supporters à Lyon vous diront qu'ils se sont un peu ennuyés certaines années. C'est lui En tout qui a cas, lancé. beaucoup d'entraîneurs ont Mais- reproché à mais- Claude sur la c'est fin lui qui a lancé quand il lui Nice. envoyait beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il y a Ouais, des c'est les mêmes joueurs qui disaient qu'ils s'ennuyaient avec Alain Perret, on avait fait le doublé. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des joueurs qui comprennent rien au foot finalement? Non, mais après voilà, les joueurs, dès que ça va pas, évidemment, que c'est l'entraîneur. Et alors, où c'est dangereux, c'est quand évidemment que la porte du président est ouverte et évidemment que ça crée un problème. Dernière petite information de cette revue du net. On parlait la semaine dernière de Kevin Cabral, jeune attaquant de VA qui a marqué son premier doublé pour sa première titularisation vendredi dernier face à Grenoble. 3-2, victoire très importante pour le maintien de Valenciennes. Et ben, Kevin Cabral a signé son premier contrat professionnel. C'était jeudi après-midi. Voilà, il a posté une petite photo de la signature sur les réseaux sociaux. Il a écrit « Merci à ma famille ainsi qu'à toutes les personnes qui m'ont soutenu et accompagné afin de franchir cette étape. Le plus dur reste à venir. » À noter que Kevin Cabral a été formé comme d'autres joueurs de Valenciennes au PSG. Il était arrivé dans le Nord en 2017. Il portera le numéro 26. 19h-20h, en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord. Toute l'actualité foot. Christian Palka, Maxime Lictefoot. Alors, en 15 minutes, on va devoir caser Valenciennes, caser Lens. C'est l'actualité, c'est pas le cas. L'actualité, bien sûr. Retrouver François Launay, le Palka Pif et les au revoir. Alors, on va commencer Valenciennes. Valenciennes, mais c'est comme ça depuis longtemps. Un coup bien, un coup moins bien. C'est quand on dit qu'ils sont sur leur meilleure dynamique. Cela dit, ils perdent qu'1-0. Au Resta, ils sont à l'extérieur. Donc voilà. Ouais, mais je pense Mais moi, je pense qu'ils sont quand même à l'abri. ils sont à l'abri au classement. Ils ont 5 points d'avance sur le barrage. Parce que Valenciennes, quand ils gagnent, ça fait au moins un mois. Qui gagnent, qui perdent, ils restent toujours 16e. Ils bougent pas. Ouais, ça c'est vrai, ils sont abonnés à cette 16e place. Le problème quand même, c'est que cette défaite, elle est assez rageante au Red Star. Si on regarde la physionomie du match, ils ont été en supériorité numérique une demi-heure en fin de match au moins. Clément Chantôme a pris un carton rouge direct pour une semelle assez appuyée. Et puis voilà, ils ont été aux supériorités numériques. Le Red Star, c'est quand même la lanterne rouge, donc c'est quand même dommage de ne pas ramener au moins un point en déplacement. D'autant qu'ils avaient fait le trou, ils avaient 8 points d'avance sur le barragiste Nancy avant ce match. Là, ils en ont plus que 5. Cédric Van Gotham. Justement, il est là le truc. Ils ont joué. Et c'est en première mi-temps qu'ils auraient pu tout le match, comme vous d'ailleurs, vendredi soir. C'est en première mi-temps qu'ils auraient pu faire la décision. Ils ne l'ont pas fait. Et après, comme il arrive souvent, il y a une équipe qui se retrouve en infériorité numérique. Et au contraire, au lieu de les essouffler, ça les booste et ils prennent le dessus. Et voilà, ils Farouk, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que Farouk Belgique a trouvé un intérêt particulier sur ce match. Et c'est en première mi-temps qu'ils perdent le match, Valenciennes. C'est pas sur l'histoire de l'expulsion. Rappelez-vous au concours de pronostic. Qu'est-ce qu'on avait donné? Moi, je vais donner victoire du Red Star. Bon, si j'ai pas été le seul. Mais moi, je trouve ça logique. Le Red Star joue sa survie actuellement. Ils étaient. J'ai donné la victoire du Red Star. C'était le seul à avoir donné la victoire du Red Star. Mais moi, ça me semble logique. Le Red Star n'a plus le droit à l'erreur, donc c'était tout à fait logique qu'il se joue contre Valenciennes. Mais la logique, vous savez que la logique en football, mais le Red Star a fait une très bonne opération parce que en cas de défaite, le Red Star aurait probablement été condamné. Et là, ils se sont donné un sursis. Bon, ils sont pas encore à la rue. Bon, ça va quand même, quoi. Il faut, parce que Christophe Galtier nous demandait tout à l'heure comment ça va. La reprise, c'est toujours statu quo, hein, on ne sait pas. Voilà, demain on reste gratis. Demain on reste gratis, c'est-à-dire que on nous a dit à un moment donné, si c'est pas réglé là, ça pourra plus être cédé. Et pour finir, on attend toujours. Et Christian, sachez quand même que Monsieur Ziyech, a priori, souhaite quand même vendre à moyen terme son club. Oui. Je pense que Monsieur Ougourlian à Lens, si le club n'accède pas en Ligue 1 cette année, aura des velléités de départ parce que ça fera 3 ans qu'il est là. Il avait fixé 20 millions d'euros d'investissement. Il les a mis, il mettra plus un centime de plus. D'ailleurs, il y a un PSE qui va supprimer 35 emplois dans quelques semaines à Lens. Aujourd'hui, la transmission des clubs, la reprise des clubs, etc., c'est un vaste sujet. On va passer, donc voilà, 19h47, on va passer à Lens, on va retrouver François Launay. Est-ce qu'il est là, François Launay? Non, il n'est pas là. Bon, il va être là. J'ai une question justement par rapport à Lens, Christophe. Comment se fait-il qu'un joueur comme vous, qui avez joué 3 ans à Lille, comment je pourrais dire, joueur engagé, j'ai eu Jean-Pierre Mortagne qui commentait les matchs à l'époque, vous étiez à Lille pour Fréquence Nord à l'époque, il y a 20 ans, et qui me disait, Galtier c'était un peu, et Patrick Robert me disait pareil, c'était un peu le chouchou, un petit peu, les gens l'aimaient bien, vous étiez apprécié par tout le monde. Comment ça se fait que vous n'avez jamais été à Lens, vous? Ça s'est pas fait? Ouais, j'ai jamais été sollicité par Lens.
Parce que tous les joueurs me disent, on aurait bien voulu jouer. Ils avaient Sico avec qui j'étais en équipe de France Espoir avec Sico, et puis après, après Lille, je suis parti à Toulouse. Lens après, je ne sais pas si Lens n'était pas descendu aussi à un certain moment. Non, mais bon, j'ai jamais été sollicité par Lens. C'était un club, je trouve, extraordinaire, avec un public extraordinaire aussi. Est-ce que vous avez hâte, vous aimeriez dès l'année prochaine, pourquoi pas qu'on ait à nouveau des derbys Lens-Lille en Ligue 1? Oui, les derbys, c'est extraordinaire. Moi, j'en ai vécu À Saint-Étienne, des tonnes à Saint-Étienne pendant des années, mais le derby, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, ça serait bien pour le Nord-Pas-de-Calais. Vous voulez pas vous fâcher avec Christian Palka? Non, mais c'est le Nord-Pas-de-Calais. Bah oui, attendez, je vous signale. Oui, monsieur que Palka. vos Villers, Oui. on va On parler. en parlait hors antenne. J'ai connu, moi, avec Saint-Etienne, 4 équipes en Ligue 1 dans le comme nous ici. Nord-Pas-de-Calais. Quoi, je veux dire. Quand on va parler de Boulogne tout à l'heure, en fin d'émission, on va le dire tout de suite. Boulogne qui a été battu à Chambly. C'était un derby, vous n'avez pas parlé du derby. Vous n'avez pas posé la question, mais je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Derby des Hauts-de-France. Bah oui, tu vois, rien du tout. Bien sûr, monsieur Palka. Xavier Bertrand, n'écoutez jamais ça. De toute façon, on galvaude un peu le terme derby, puisqu'il faut savoir que le derby, en fait, notamment en Angleterre, à Londres, il oppose deux clubs de la même ville. Donc maintenant, on est vraiment. c'est vrai. Le terme derby au départ, c'est ça. En France, il ne peut pas y en avoir. Hein. À l'origine, Malheureusement. C'est un des rares. D'ailleurs, je pense que c'est le seul des grands pays de foot Tout à fait. où il y a pas de. Paris est la seule capitale où il y a qu'un club en Ligue 1. Christophe Pas Galtier, en Corse. je vous rappelle, alors je vais vous combler une petite lacune. En 1933, Roubaix avait 2 équipes en finale de la Coupe de France. Je note. Le Corte et le SCO, je crois. Ouais. Je crois qu'on a François Launay en ligne, Christian. François Launay, mon cher Bonsoir. François. Bonsoir à tous. Voilà, dites vous pouvez dire bonsoir à François. Bonsoir Christophe François Galtier. Launay. Bonsoir Christophe Galtier. Vous Bonsoir. l'avez pas vu. Alors on vous a fait honneur tout à l'heure. On a bien accroché votre maillot. Il est C'est là. pas bien, hein, c'est celui du club de Valenciennes. Hein. Bravo, oui, non mais c'est vous qui l'avez ramené, c'est vous qui vous en êtes occupé. Alors est-ce qu'il y a déjà que ça se remplit bien? Quelle est l'ambiance Ça se déjà? Petitement, pas grand monde pour l'instant hein, dans le 55 stade minutes. Bollard. 55 Ouais, pas minutes grand de coup monde. d'envoi. Pas grand monde pour l'instant. On attend 20 000 spectateurs environ pour ce match face à Niort. Match important pour Lens, qui a sur 3 matchs d'affilée sans défaite, qui n'a pas pris de but lors de ces 3 matchs et qui aimerait dépasser le Paris FC au classement en cas de victoire. Lens s'emparerait de la 4e place de quoi arriver en position de force sur la pelouse du Paris FC, puisque les 2 équipes se rencontrent dimanche à Paris, puisque sachez que le match a été décalé en raison des Gilets jaunes, dimanche à 15h sur la pelouse du stade Charletti. Le Racing espère évidemment s'imposer ce soir face à Niort pour aussi essayer de combler l'écart face aux 2 premiers qui ont un rythme assez incroyable. Metz qui est déjà 14 points devant les 2 premiers et Brest qui est 2e avec 11 points. Il ne faudrait pas une contre-performance en soi ce soir, sinon les 2 premières places commenceraient à devenir totalement inaccessibles. Lens ne peut plus perdre de points. Philippe Montagnier l'a dit, il a même employé le mot que tout le monde emploie maintenant, que j'ai du mal à comprendre. Clean shot. Clean sheet. Les matchs sans prendre des buts. Match sans prendre de but. Oui, j'ai un petit anglais, moi. Qu'est-ce que j'ai un anglais. et donc, Philippe Montagnier a dit ça. Bon, c'est bien, une victoire et on ne prend plus de but. Mais il faut continuer les victoires pour remonter. Lens ne peut pas faire autrement que d'aligner une série de victoires. Ça, c'est mathématique. Maintenant, il faut le faire. Jean-Marc Devray, vous, avec votre logique du football. C'est pas compliqué. Merci. Pour Montagnier, c'est pas compliqué. Il sait qu'il doit aligner les victoires. Il n'y a qu'à le faire. Il s'est expliqué là-dessus en conférence de presse avant le match. Il a dit ce qui est important, c'est déjà de retrouver la solidité défensive qui leur permet de gagner tous les matchs en début de saison. Parce que déjà, si vous ne prenez pas de but, vous facilitez quand même les choses. La défense centrale avait été complètement renouvelée. Voilà. Et justement, et là aussi, ce gros souci est tout de suite résolu avec l'arrivée de Steven Fortes et puis surtout le retour de Jean-Kévin Duverne, qu'on ne pensait pas être compétitif aussi rapidement. Ces 2 défenseurs centraux un petit peu différents du duo précédent qui était Tarat et Radovanovic, qui est des joueurs puissants, grands, lourds, mais qui sont mal à l'aise justement face à des attaquants rapides et vifs, comme on a vu avec les attaquants Messard. Ils ont un peu de mal à se retourner. Là, la paire Jean-Kévin Duverne et Steven Fortes est peut-être un peu plus complémentaire avec des gabarits différents. Est-ce qu'on a la composition, François Launay, si vous êtes toujours avec nous, est-ce qu'on a la composition, notamment devant, parce qu'on sait que Philippe Montagnier est pas très stable en ce moment dans son schéma tactique avec ses joueurs offensifs.
Alors, c'est Jean-Louis Léquin qui va garder les buts lensois. En défense centrale, Steven Fortes et Jean-Kévin Duverne. Pas de surprise défensivement avec Fabien Santonze à droite et Massadio Haïdara à gauche. 2 milieux de terrain récupérateurs, le jeune Cheikh Doucouré et Guillaume Gillet qui sera capitaine ce soir du côté du Racing. Et puis 4 joueurs à vocation offensive avec Ashraf Bencharki, Gréjon Kiei, Mounir Chouillard et Yannick Gomis. Clairement, on va jouer l'attaque ce soir du côté du Racing avec ces 4 joueurs à vocation offensive. On estime que la confiance aidant, le Racing a largement les moyens de mettre la pression sur les buts de New York. New York qui, attention, n'est pas du tout en forme. 8 matchs d'affilée sans victoire du côté des Chamois niortais, entraîné depuis mi-janvier par Pascal Planck. Bref, on a envie de dire que Lens a toutes les armes pour s'imposer. Il ne reste plus qu'à le faire et on espère que ça va bien se passer pour les Lensois. Encore une fois, l'enjeu c'est évidemment de regagner une place au classement et surtout de ne pas perdre trop de terrain face aux 2 premiers, Metz et Brest, qui cavalent très très fort. Lens doit s'imposer, vous l'avez dit François. Merci pour votre intervention. Je vous envoie tout de suite, une fois que l'émission est terminée, votre acolyte Benoît de Quevauvillers. Voilà, merci François. C'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à partir de 20h45. On parlait de l'attaque lensoise, Christophe. Et là, je vais revenir sur Pépé. À Lens, il y a Yannick Gomis qui est arrivé à Lens, un bon attaquant, il venait d'Orléans. Il a flambé pendant une paire de matchs. Moi, j'étais emballé. Il a mis 10 buts très rapidement. Et depuis, on ne sait pas pourquoi, depuis au moins 2 mois, boum, sèche, il ne marque plus. Ça peut arriver. Comment c'est ça? Il s'est rendu visible par rapport aux adversaires et que maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour lui de pouvoir se libérer sur manque de marquage, où il y a sûrement des prises à 2. Automatiquement, les adversaires travaillent sur les matchs et quand vous avez un attaquant qui enchaîne but sur but, automatiquement, il y a des plans de jeu sur eux. Et ça travaille. Comment le joueur, parce que une des caractéristiques, on n'en parle pas assez, je trouve d'ailleurs, sur Nicolas Pépé, c'est que ce garçon, en plus de ses qualités qui sont énormes, il a un moral d'assassin. Il a un moral. Ouais, c'est un buteur, il a envie de marquer des buts. Ouais, oui, c'est un athlète. Mais après, voilà, il faut animer autour de lui pour éviter de rester figé que sur Nicolas. Nicolas, une fois qu'il a 2-3 joueurs autour de lui, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut animer autour de lui. Allez, cette émission est bientôt terminée. On va passer très vite au Palcapif. Le Palcapif. Le Palcapif, comme d'habitude, les pronostics sur les matchs à venir, notamment le week-end prochain. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Marc, un court rappel, la semaine dernière, seulement vous aviez vu la défaite de Valenciennes. Christian, 0 bon pronostic pour l'instant, je tiens à le dire quand même. Et Benoît et moi avions bien pronostiqué le match nul de Lille à Strasbourg. On avait senti que Strasbourg était un peu la bête noire du LOSC cette saison. Oui. Alors, bon, là, alors mon pronostic, Lille, je ne vais pas le faire parce que Christophe Galtier est là, mais je ne vois pas comment Lille pourrait perdre face à Dijon. Hein. Bon, victoire de Lille. Victoire de Lille. Alors, Lens. Au Paris FC. Au Paris FC. Mais moi, je crois. Allez, victoire de Lens. Il faut absolument que. À chaque fois, vous pariez que des victoires de Decathlon Nordique, ça ne va pas. Il faut que Lens gagne. Donc, voilà. C'est vrai. Ça, c'est ma conviction. Donc, je ne veux pas aller contre ma conviction. Et Valenciennes. Et Valenciennes qui reçoit Ajaccio. Exactement, le 13e. Victoire. 3 victoires. 3 victoires. Jean-Marc Devray, votre pronostic rapidement, s'il vous plaît. Alors donc, victoire de Lille contre Dijon. Match nul entre Paris et Lens. Et puis donc, match nul aussi pour Valenciennes. Cédric. Lille, c'est pas parce que vous êtes là, je le fais à chaque fois. Lille vainqueur, Valenciennes vainqueur. Et alors Lens, j'aurais bien aimé avoir le résultat de ce soir avant de pronostiquer. Oui. Mais je vais dire victoire du Paris FC. Vous aviez pronostiqué victoire, il me semble, du RC Lens. Oui, vous aviez pronostiqué Lens-Niort, on l'avait fait la semaine dernière. Vous aviez mais en fonction du résultat de ce soir, ça peut changer les choses. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir le. Donc vous avez dit Paris FC Lens. Paris. Benoît, très vite. 3 victoires nordistes. Ça, c'est un... Et moi aussi. Lui est pressé de partir à Félix. Christophe Galtier. Aussi qui part. On vous mettra vos points. On va vous mettre 3 vos victoires points. des équipes du Nord-Pas-de-Calais. Je crois que ce n'est pas arrivé une seule fois. On n'en était pas loin la semaine dernière. Si, c'est arrivé 2 fois cette saison. 2 victoires et un nul. C'est moi qui tiens les Je vais vous pronostics. retrouver la journée. On doit rendre l'antenne là. Victoire de Lille, victoire de Lens et match nul de Valenciennes. Voilà. 19h57 et 30 secondes, cette émission est terminée. Merci messieurs Maxime Lichtevoet, France 3, merci Benoît de Quevauvillers, France Bleu Nord, média cité, merci Jean-Marc Devray, France 3, Nord-Pas-de-Calais, merci Cédric Van Gothel, ma jeune joueur, et merci cher Christophe Galtier, non mais vraiment merci.